Bonsoir à tous et bienvenue. Pendant que le mercato hivernal remplit l'actualité des gazettes européennes, se déroule actuellement aux Émirats Arabes Unis la Coupe d'Asie. On s'achemine vers la finale entre le Japon et l'équipe surprise de la compétition, le Qatar, mais ce tournoi a été émaillé de bien d'autres choses. La première victoire de l'Inde, la reviviscence des nations d'Asie du Sud-Est avec la Thaïlande et le Vietnam qui ont rejoint le second tour, des déceptions évidemment comme la Palestine qui n'a pas réussi à marquer un seul but, ou le Liban que j'estimais capable de rejoindre le deuxième tour. On peut également parler du jeu parfois mièvre de l'Arabie Saoudite, de l'Australie qui avait quand même quelques absents de marque, et aussi du Japon qui a galéré en poule notamment face au Turkménistan et l'Ouzbékistan, même si évidemment l'Ouzbékistan est quand même une des nations qui monte un petit peu dans la zone asiatique. On pourrait parler de quantité de choses, de l'arbitrage, des défenses parfois carton pâte, du niveau de jeu parfois suspect également, mais il y a aussi plein de bonnes choses à noter, notamment l'Iran qui a foiré quand même complètement sa demi-finale face au Japon qui quand même, ça c'est incroyable, le Japon a galéré comme pas possible contre le Turkménistan qui est vraiment pas un ogre. Et face à l'Iran, ils en ont mis 3. L'Iran s'est complètement désolidarisé, a perdu la tête avec ce qui s'est passé avec l'arbitrage. Ce qui est un peu dommage parce que l'Iran termine son cycle avec Carlos Queiroz, le sélectionneur portugais qui a passé 8 ans à Téhéran et qui a réellement été, je pense, un des meilleurs sélectionneurs au monde ces dernières années. Il est vénéré, il n'y a pas d'autre mot, par les fans de football en Iran. On aura le temps d'y revenir bientôt. Et on va parler aujourd'hui du Qatar qui s'est qualifié brillamment pour la finale en, défonçant, il n'y a pas d'autre mot, les Émirats Arabes Unis 4-0, même s'ils ont peut-être entamé le match un peu plus compliqué. Et en fait, le Qatar, qui n'a toujours pas pris un but depuis le début de la compétition et qui a également le meilleur buteur, est réellement impressionnant. C'est-à-dire qu'on voit des mouvements en triangle, un grand jeu de contre-attaque, et on se dit, est-ce pas la meilleure équipe en termes de jeu footballistique? Ce qui n'était pas du tout donné, parce que c'est la première fois que le Qatar rejoint la finale d'un tel événement. Et néanmoins, indépendamment de la qualité réelle du groupe et du travail de l'entraîneur espagnol Félix Sanchez, se cachent d'autres choses et notamment un problème de naturalisation. Alors, on est très très loin de l'équipe nationale de handball il y a quelques années qui avait défrayé la chronique pour des naturalisations à outrance qui étaient complètement ridicules et même dangereuses pour le sport, puisqu'on va quand même le rappeler, mais le football, contrairement au handball et au basketball qui offrent des grands passeports de complaisance, je rappelle que divers Américains évoluent pour des pays, on va dire, mineurs de basket, en échange de pas grand chose. Ils obtiennent donc ces passeports-là pour jouer les grandes compétitions alors qu'ils n'ont jamais mis parfois le pied dans le pays. Et que c'est complètement ridicule. Souvent, le football quand même, il faut remplir certains critères. Il y a un règlement FIFA à ce sujet-là. Et même si tu as des pays qui usent abondamment des naturalisations, il peut avoir quelques sanctions. On se rappelle de ce qui s'était passé pour la Guinée équatoriale il y a quelques années où certains joueurs n'avaient pas en fait le droit de jouer. Néanmoins, ça dépend également des lois des pays. Et je vais vous citer par exemple l'exemple de Hong Kong. Hong Kong, pour obtenir le statut de résident permanent à Hong Kong, puisque la citoyenneté n'existe pas à Hong Kong comme à Macao, qui est en fait une région autonome de la République populaire de Chine. Donc en fait, vous ne pouvez pas être citoyen de Hong Kong, mais être résident permanent de Hong Kong. Pour cela, il faut passer au moins 7 ans consécutivement dans le pays. Et donc c'est pour ça que divers joueurs anonymes dans leur pays, qu'on pense à des Espagnols, à des Brésiliens, à des Nigérians et également à des Anglais, vont à Hong Kong jouer, parce que c'est aussi une possibilité. C'est un championnat qui paye quand même davantage que celui de Singapour dans la zone asiatique, et même si la vie coûte horriblement cher à Hong Kong, vous arrivez plus ou moins à survivre, et même parfois à en vivre. Les stars du championnat de Hong Kong touchent entre 20 et 30 000 dollars par mois, enfin vraiment, si vous êtes vraiment une star de star, c'est plus 20 000. Les autres ont des salaires, on va dire, très average, entre 4 et 5 000, avec ou sans bonus, avec ou sans retard de paiement, avec ou sans logement, ce qui est le problématique, parce que si à Hong Kong, vous n'avez pas de logement, ça coûte horriblement cher, mais bref. Tout ça pour dire quoi? Que l'équipe nationale de Hong Kong est composée à plus de la majorité de joueurs nés hors Donc, pour le Qatar, niveau foot, en effet, il y a également un processus de naturalisation qui se fait facilement, puisqu'en fait, il faut respecter les critères de l'article 7 de la FIFA. Or, il y a 4 possibilités donc d'obtenir une naturalisation. La première, c'est qu'il faut être né sur le territoire donc de l'association, enfin du pays en question. 2, il faut que ton père biologique ou ta mère biologique le soit. Ou, petit c, que ton grand-père ou ta grand-mère soit né ici. Ou il faut vivre au moins 5 ans de suite sur le territoire après ta majorité, évidemment tout cela en adéquation avec les lois du pays pour obtenir les papiers d'identité, etc. Or, le Qatar a été spécialiste sur ces 10 et 15 dernières années des naturalisations un petit peu fantaisistes, on va dire ça comme c'est. Pour vous donner un ordre d'idée, lors de la Coupe d'Asie 2015, vous aviez un joueur qui était né au Soudan, en Arabie Saoudite, en Algérie, en République démocratique du Congo, au Ghana, en France et en Égypte. Donc il y avait 7 éléments qui étaient nés hors du Qatar. 8 même, je crois qu'il y avait un Sénégalais, si je ne dis pas de bêtises. Or, dans cette Coupe d'Asie 2019, on remarque qu'il y a toujours le joueur né en Algérie, Bouhalem Kouki, qu'il y a un joueur né à Rueil-Montmaison, et oui,
on a un francophone de l'équipe du Qatar qui s'appelle Karim Boudiaf, et il y a également un joueur né, si je ne dis pas de bêtises, au Cap-Vert, Pedro Miguel Correa, mais je crois qu'on l'appelle Roro. Bref, donc 3 joueurs qui ont passé plus de 5 ans à vivre continuellement au Qatar suite à leur majorité, donc c'est logiquement qu'ils obtiennent la naturalisation, il n'y a absolument aucun souci. Néanmoins, pour 2 autres joueurs, arrive un problème et une investigation qui vient d'être révélée notamment par le journaliste Scott McIntyre, avec qui j'ai parlé longuement aujourd'hui. Alors ces 2 joueurs, c'est notamment le meilleur buteur du tournoi, Almoez Ali, et le deuxième joueur, Bassam Al-Khawi, qui a été le buteur décisif contre l'Irak, et s'avouez l'ironie, puisque le Qatar se qualifie 1-0, but de Bassam, et Bassam en fait est né en Irak. Donc vous imaginez ce que ça a développé en Irak, et en fait, 2 jours après le match, la fédération irakienne apprend qu'il a été naturalisé, Bassam, grâce donc à cet article 7, et à le certificat de naissance de sa maman, qui serait qatari. Or, selon le journaliste Scott McIntyre, pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Et donc Scott McIntyre a appelé le porte-parole de la Confédération asiatique qui a confirmé ces informations, que ces 2 joueurs ont été naturalisés par des documents fournis par la Fédération du Qatar, qui donc permet de valider qu'en effet ils sont en règle vis-à-vis de l'article 7. Et donc il explique bien qu'ils disent que en fait la famille de Bassam vient du Qatar. Or, selon ses sources, et il est actuellement en contact avec le gouvernement justement en Irak pour obtenir directement les papiers, la mère de Bassam n'est pas née au Qatar. Elle est née directement en Irak. Ce qui pose une grande question. Le Qatar serait donc en train de justifier, attention, on n'a pas encore tous les documents pour le montrer, mais le Qatar en tout cas a fourni un certificat de naissance de la maman du joueur, qu'elle serait qatari. Les Irakiens, pour le moment, disent l'inverse, notamment un journaliste dont je vous ai mis le lien dans la description parce que j'ai perdu son nom, qui dit le contraire. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer au niveau des gouvernements, parce qu'en effet, si le gouvernement irakien fournit la preuve que la famille de Bassam est irakienne, ça va se poser une vraie question. Comment il peut être naturalisé? Parce que le joueur n'a pas 23 ans. Or, il faut passer au moins 5 ans après ta majorité à vivre continuellement dans le pays. Vu qu'il a 21 ans, c'est pas possible. Et le cas est pareil pour le joueur qui est né au Soudan, le meilleur buteur du tournoi, Almoez Ali. Parce que ça fait 4 ans qu'il est là-bas. Donc, il se pose beaucoup de questions, et pareil, une enquête a été menée actuellement au Soudan, et donc il y a plus ou moins des plaintes qui commencent à être déposées autour du Qatar, et autour de ce principe de nationalité, voilà, qui est questionnable, on va dire ça comme ça. Et je voulais faire en fait un petit point, parce qu'en fait, le football en confédération asiatique, c'est vraiment la continuité réelle de la politique, et du contexte des divers pays. Comme je vous disais avec l'exemple de Hong Kong, c'est-à-dire quand on connaît l'économie de Hong Kong, son idée politique également, on peut voir vraiment une véritable filiation avec cette équipe de football très cosmopolite, très mondialisée. Quelque part, Hong Kong, notamment quand bon, à l'époque, parce que maintenant l'économie chinoise a quand même un peu changé, mais c'est vrai que quand tu vois tous les investissements étrangers là-bas, etc., notamment de certains paradis fiscaux, on voit une certaine continuité. Et même quand tu vas, par exemple, moi j'avais voyagé avec l'équipe de Hong Kong, jusqu'à là. Ah oui, ça c'est de Pyongyang Times, les enfants. Ça c'est quand tu vas en Corée du Nord par la compagnie Air Koryo, ils te donnent ça quand tu es dans l'avion avec un jus d'orange, sachant que je crois pas qu'il y ait des oranges en Corée du Nord, qui est absolument dégueulasse, gazeux, et un hamburger, ce qui est quand même assez comique. Mais bref, d'ailleurs, regardez. Hein. Eh oui, il y a le football en Corée du Nord. Vrai pays de foot, d'ailleurs 2 fois qualifié pour le mondial. On rappelle ce qu'ils ont fait en 66 quand ils éliminent l'Italie et qu'ils dominent face au Portugal, et puis le grand Eusebio arrive et élimine la Corée du Nord. Mais bref, tout ça pour dire quoi? Que par exemple en Corée du Nord, le football est utilisé évidemment dans la politique du Juche, on le voit dans les rues de Pyongyang, dans la capitale, avec l'activité sportive, l'avenue des palais sportifs en Corée. Bon bref, ça c'est autre chose, mais au Qatar et dans d'autres pays du Moyen-Orient, vis-à-vis des naturalisations, il faut comprendre quelque chose. Ce sont des petits États, hein, on va mettre l'Arabie Saoudite de côté. Tu prends le Bahreïn, tu prends le Koweït, tu prends les Émirats Arabes Unis, tu prends surtout les Émirats Arabes Unis et Qatar, parce que Bahreïn, il y a je crois 40% de la population qui est en effet de locaux. Le reste, ce sont des émigrés, notamment d'Asie du Sud-Est, hein, notamment des Népalais, des Indiens, des gens également du Bangladesh. On retrouve à peu près la même proportion au Koweït. Mais c'est vrai qu'au Qatar, il y a à peu près 12% de la population qui est qatari et plus de 25% par exemple de la population qui est indienne. On a aussi des Népalais, des Philippins, des Égyptiens, des gens du Bangladesh, du Sri Lanka, du Pakistan, des Syries, de la Soudan, etc. De la Soudan, on parle bien français, du Soudan. On retrouve la même chose aux Émirats où je crois que la population est de plus de 9 millions d'habitants et qu'il y a à peu près 1 million, si je dis pas de bêtises, une dizaine de pourcents, un peu plus de 10% de la personne qui est, de la population qui est évidemment émirati. Or,
Il y a donc une logique à avoir actuellement dans l'équipe nationale du Qatar des gens ayant des ancêtres d'autres pays. C'est par exemple le cas de Ali Afif, qui a des descendants de Tanzanie et du Yémen, de Hamed Al-Haldin, l'attaquant, qui donc a de descendance égyptienne, de Hassim Madibo, qui est né au Qatar, mais donc de descendance somalienne. Et donc actuellement, le Qatar va récolter également dans son équipe de foot, on va dire, toute la diaspora qui est venue dans l'Émirat. Donc ça, c'est assez intéressant à étudier, puisque d'ailleurs, un fait curieux, il y a énormément donc, de personnes du sous-continent indien qui viennent dans les pays du Golfe, mais presque aucun ne joue en sélection. Parce que même ceux qui sont nés, vous savez, avec un grand-père et tout ça. En fait, c'est assez curieux parce que c'est vrai que l'Asie du Sud-Est niveau foot ne produit pas réellement de grands joueurs, même dans sa diaspora. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit que par exemple, les gens qui jouent pour l'équipe du Qatar, qui sont nés au Qatar de parents étrangers, c'est souvent dans une zone, pas forcément de l'Afrique, mais moyen-orientale, avec d'autres pays, comme je vous ai dit. Alors après, c'est vrai que bon, c'est pas vraiment le Moyen-Orient, l'Égypte, ça fait partie de l'Afrique du Nord, mais bref, vous voyez un peu l'idée. Donc, n'empêche que, indépendamment de cette histoire, on va dire assez trouble des passeports, le football qatari est en progrès. Est en progrès notamment à travers son entraîneur, Félix Sanchez, et surtout tout un processus avec Aspire, vous savez, cette grande académie avec des jeunes, etc. Parce qu'ils sont dotés d'énormément de coachs, de consultants, etc. Pas uniquement espagnols, mais c'est vrai, beaucoup espagnols. Et donc petit à petit, ça travaille notamment en jeunes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, tu as un mix entre une génération, on va dire, de ceux qui ont entre 26 et 30 ans, et ceux qui sont passés par Aspire, qui ont été un peu formés tactiquement, notamment, le Qatar est très fort tactiquement. C'est souvent ce qui manque en Asie, d'ailleurs, c'est un peu des bases tactiques. C'est pour ça que l'Iran aussi marchait aussi bien en zone Asie, parce que tactiquement, quand même, c'est vachement huilé. Bref, c'est encore autre chose. Et donc, aujourd'hui, ils font actuellement un mix, et je vous ai mis en description beaucoup d'articles expliquant bien mieux que moi ce qu'est le football au Qatar. Alors vous avez le dossier notamment de Jérémy Docteur dans France Football qui est passionnant, il y a 4 parties. Je vous mets également un article de Lucarno Posé qui est le média qui suit la Coupe d'Asie comme d'habitude. Je vous ai mis également en lien un podcast fait par l'équipe de Furia Liga qui travaille autour du football espagnol et son influence justement moyen-orientale. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui on est quand même aux prises avec un véritable scandale, puisque on attend des documents fournis donc, par les autorités irakiennes. Ce qui est certain actuellement, c'est qu'en Irak, on dit que la maman du joueur est bien en Irak, mais que les Qataris ont donné un certificat de naissance de la maman qui serait née au Qatar. Ça pose, comme vous le voyez, pas mal de questions. Indépendamment de tout ça, bonne finale à tous. Et puis écoutez, on se retrouve bientôt pour parler de l'Iran et d'autres pays, d'autres contrées lointaines où le football est important. Et évidemment, hein, si vous voulez lire le football des contrées lointaines, Fully Wandle en anglais de James Montag, un ami, j'en parle assez souvent, ben c'est sans doute le meilleur ouvrage à ce sujet, donc je ne peux évidemment que vous le conseiller encore. Sur ce, bonne fin de journée et à bientôt.